3, 2, 1, c'est parti, chers amis de l'athlétisme, bonjour. Petit retour de la part d'athlé.ch en podcast sur le premier meeting à Kingston, en Jamaïque, de la nouvelle ligue professionnelle d'athlétisme qui fait parler dans les chaumières du petit monde de l'athlétisme. Le Grand Slam Track, initié par la légende du 200 mètres et du 400 mètres, Michael Johnson, l'Américain, 6 fois champion du monde et 3 fois champion olympique en individuel, 7 ans et 58 400 mètres sans se faire battre, 22 chronos sous les 44 secondes, des records du monde à l'appel, des records personnels de 43-18 et 19-32 dans son style très personnel, buste bombé, genoux hauts, petite foulée très rapide et grosse chaîne en or autour du cou. Michael Johnson, qui par la suite est devenu consultant, manager, vedette après sa retraite et qui fait parler de lui comme prophète autoproclamé, novateur et révolutionnaire de notre bon vieux sport préféré. Bonjour Guillaume. Salut Michel. Comment ça va? Est-ce que tu es toujours à Nanjing? Non, je suis plus à Nanjing. Je me suis déplacé depuis, d'abord pour revenir en Suisse et maintenant je suis à Addis Abeba en Éthiopie. Ah, le Globetrotter. Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder la première étape du Grand Slam Track ou est-ce qu'on va parler dans le vide? Ben non, bien sûr, j'ai essayé de regarder tant bien que mal parce que c'est vrai qu'il faut dire que c'est pour les Européens, c'est au milieu de la nuit, donc ça commençait vers minuit 40, 1 heure et ça se finissait vers 3 heures. Trois soirées d'affilée, c'était un peu plus tôt le dimanche, donc pas évident si on a un autre travail à côté. Est-ce que tu as regardé à la SSR? Non, c'était pas sur la SSR qui n'a vraisemblablement pas acheté les droits, c'est Eurosport qui a acquis les droits pour l'entier de l'Europe, sauf pour la France, où c'est la chaîne L'Équipe qui est détentrice des droits. C'est pour ce qui est pour l'Europe. Alors, première question toute simple, mais qui nous fera du bien, histoire qu'on sache de quoi on parle. Qu'est-ce que le Grand Slam Track? En quoi ça consiste? Et en quoi cette nouvelle ligue professionnelle est révolutionnaire? Bah, tu as déjà donné quelques bonnes indications tout à l'heure. Donc en gros, le Grand Slam Track, ça vient de Grand Slam, donc Grand Chelem en français, qui est le modèle à succès de ce qui se fait en golf et en tennis, et qu'on connaît bien avec 4 grands tournois annuels qui sont le Graal du sport, pour ces sports même au-delà des championnats du monde, des Jeux Olympiques. Et donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de similaire en athlétisme. Et bah, le gros argument de Michael Johnson, c'est qu'il a trouvé beaucoup d'argent avec un gros investisseur et plusieurs autres sponsors, qui sont d'ailleurs très visibles dans les retransmissions, et donc qu'il offre des primes de départ. Ça, elles n'ont pas été toutes annoncées. Il y a des coureurs qui sont engagés à l'année, donc dans chacune... On va commencer par le début. Donc il y a 6 groupes de disciplines. Il y a le 100 mètres, 100 mètres A, il y a le 100 mètres, 200 mètres plat, il y a le 200 mètres, 400 mètres plat, il y a le 400 mètres et 400 mètres A, et ensuite il y a le 800, 1500 mètres, et le 3000 mètres, 5000 mètres. Et donc toutes ces disciplines vont par 2, et ça fait 6 groupes de disciplines, et chaque athlète, dans un Grand Slam, doit disputer les 2 disciplines de son groupe de disciplines, et le classement se fait au point sur le cumul des 2 disciplines. Le grand point de vente, c'est que la prime d'arrivée pour le vainqueur du week-end, elle est pour chaque discipline de $100,000. Ce qui est une somme énorme par rapport à ce qui se faisait jusque-là, où le circuit de référence c'était la Diamond League, et où la prime pour un vainqueur de Diamond League est de $10,000. Et donc là, $10,000, c'est la prime que reçoit le dernier du Grand Slam Track. Et ça s'échelonne de 100,000 à 10,000. Donc c'est une révolution d'un point de vue financier, sans compter que dans chaque discipline, il y a 4 athlètes qui sont engagés à l'année et qui sont à vrai dire salariés du Grand Slam Track. Et les montants n'ont pas été divulgués, mais vu les athlètes qu'ils ont réussi à avoir, à commencer par l'ambassadrice numéro 1 qui est la superstar américaine du 400-400 mètres, Sydney McLaughlin, ça doit être des très très gros montants parce que
bah, elle avait très clairement fait savoir, et ça s'était vu cette dernière saison, qu'elle allait pas se déplacer en Europe ou ailleurs pour courir des Diamond League pour les montants dérisoires qui étaient proposés. Donc il y a une révolution, en tout cas, dans l'argent qui est payé aux athlètes et dans le budget qu'a réussi à trouver Michael Johnson. Le sport au service du capitalisme marchand. Et un des slogans, c'était Only the fastest. Donc seulement les plus rapides. Est-ce que tous les meilleurs étaient là? Bah, c'est une bonne question. Il y avait beaucoup de très bons athlètes, il y avait beaucoup de stars. Ce qui, à vrai dire, est aussi le cas en Diamond League. Hein, ces dernières saisons, les gens se plaignent qu'il n'y avait pas les confrontations et comme ça, mais il y a souvent quand même dans chaque Diamond League plusieurs grandes stars selon l'endroit. Et là, il y avait beaucoup de très très bons athlètes, il y a eu des très très belles confrontations, mais personnellement, ce que moi je trouve un peu dommage, c'est qu'il y avait quand même énormément d'Américains. On a fait un décompte sur athlete.ch et c'était au total quasi 80% des athlètes qui étaient américains ou basés en Amérique, c'est-à-dire qui s'entraînent à l'année dans un groupe américain. Et Ce on a... qui forcément réduit un peu le scope, comme on dit en anglais, de only the fastest et d'avoir tous les meilleurs. Bah, si tu commences toi-même à parler américain, donc ça veut dire que on avait 80% d'Américains et on n'avait pas de Suisse. Il n'y avait pas de Suisse. Il y avait Dominique Lobalou qui avait été annoncé. Même que techniquement, on peut pas dire qu'il soit suisse, mais ça c'est encore un autre débat. Et il a eu un petit pépin, donc il va courir le week-end prochain pour la Suisse au championnat d'Europe sur route à Bruxelles, sur 10 km. Ouais, effectivement. Puis pas de Mujinga Kambundji, pas d'Itaji Kambundji. Non, bah ça c'est un peu une des questions, parce que c'est vrai que ce circuit il est venu se mettre en plus. Alors il est très attractif d'un point de vue financier, mais il est venu se mettre en plus dans la saison, dans un moment qui, surtout cette année, est un peu un entre-saison, parce qu'il y a la saison de piste avec les championnats d'Europe, il y a la saison de piste en salle, je voulais dire, avec les championnats d'Europe et encore cette année des championnats du monde. Et puis après, il y a la saison d'été d'athlétisme qui traditionnellement commence plutôt en mai, voire en juin pour le temps fort de la saison. Et là, on est début avril, il y avait déjà cette compétition. Donc les athlètes, en plus de faire des choix, ceux déjà qui ont l'occasion d'être engagés, donc qui ont un manager suffisamment influent ou qui sont suffisamment forts ou qui sont suffisamment dans les bons papiers des bonnes personnes, doivent faire un choix entre quelle course ils veulent courir. Est-ce qu'ils veulent courir une saison en salle à fond, la saison outdoor, les championnats du monde, la Diamond League ou le Grand Slam Track. Donc pour certains, il y a un embarras du choix, et pour l'immense majorité, c'est des gens qui rêvent d'avoir une seule de ces opportunités. Ouais. Et donc, si j'ai bien compris, il y en a 4 qui sont engagés à l'année, et il y en a 4 qui sont engagés au coup par coup. Donc chaque meeting, ce sera quelqu'un d'autre, ou est-ce que ce sera toujours les mêmes? Alors ça, c'est une question qui a été posée aux organisateurs par les journalistes, tous américains, qui étaient sur place. Donc oui, c'est ça, il y a 4 athlètes qui sont nommés racers, qui sont engagés à l'année et donc qui ont contractuellement l'obligation de participer et qu'on retrouvera à chaque fois. Et ensuite, il y a 4 challengers qui sont engagés au coup par meeting. Et pour eux, on sait publiquement quelle somme ils reçoivent pour venir. Et c'est fixe pour chaque challenger à $2000. Donc chaque challenger reçoit $2000, plus au minimum les 10 000 promis pour la 8e place. Et plus s'il arrive à faire mieux. Et si j'ai Et bien oui, vu... la question, est-ce que ce sera les mêmes? Donc ça a été laissé ouvert, c'est l'idée. Non, ça ne va pas toujours être les mêmes, parce que ça va se renouveler, c'est le principe du challenger. Mais ceux qu'on a vus et qui ont été attractifs, il y en a notamment, faut pas me poser la question parce que j'ai pas ça en tête exactement, mais il y en a notamment des challengers qui ont gagné. Donc ceux qui ont été attractifs et qui ont été forts, je pense qu'ils vont être réinvités. Ouais. Une rude sélection. Moi, ce qui m'a marqué déjà, c'est que les challengers avaient sur leur dossard le nom challenger, alors que les racers avaient leur prénom. Je sais pas. À mon avis, c'était pas tout à fait cohérent. Donc en fait, il y avait certains challengers qui avaient aussi leur nom sur le dossard et d'autres pas. Donc j'imagine que c'était un peu un raté pour cette première. Peut-être il y a aussi des challengers qui se sont blessés, qui ont été remplacés à la dernière minute.
Donc ceux qui étaient annoncés de longue date, ils avaient leur nom, et les autres peut-être, j'ai pas pu voir exactement, mais c'était pas 100% cohérent. Ouais, et c'était aussi un peu étrange quant à la lisibilité, quant à savoir combienième l'athlète devait faire pour triompher au total et donc récupérer ses 100 000 francs. Est-ce que Michael Johnson parle d'un meeting d'athlétisme ou est-ce qu'il parle d'un meeting de course? Puisqu'il n'y a pas Bon, de discipline la, technique. la, ques- la question est d'autant plus problématique en anglais où on parle de track and field. En français, c'est toi là qui doit présenter la différence en parlant de meeting de course ou meeting d'athlétisme. Très clairement, il y a plusieurs commentateurs externes qui ont dit qu'il s'agissait très clairement pas du sport qu'on appelle track and field, puisque la moitié avait été amputée. Michael Johnson, il a fait des remarques qui étaient polémiques, comme quoi il voulait sauver l'athlétisme, donc le track and field, mais qu'il pouvait pas sauver et le track et le field, donc il allait commencer par sauver le track. Ce à quoi ça a été abondamment répandu sur les réseaux, que personne ne lui avait rien demandé et puis qu'il allait rien sauver du tout. Et il y a notamment des athlètes qui sont relativement remontés. J'avais entendu des conférences de presse, par exemple, avec Ryan Crouser, qui évidemment trouve que c'est n'importe quoi et qui a comme projet de lancer sa propre ligue pour les disciplines techniques. Le détenteur du record du monde du lancer du poids. Donc, à vrai dire, si j'ai bien compris, c'est de renforcer l'attrait commercial des athlètes coureurs, par exemple des coureurs, des sprinters longs, et demi-fondeurs et fondeurs, qui ont déjà la cote. Est-ce que c'est juste? Des produits commerciaux qui doivent devenir des super produits commerciaux. Ouais, je pense que c'est ça l'enjeu. En tout cas, c'est sur ces superstars qui s'appuient. Il amène lui-même énormément d'argent. Donc, effectivement, c'est très peu d'athlètes qui vont gagner beaucoup d'argent. Dans une ligue privée où c'est pas comme si c'était les championnats du monde qui tout d'un coup faisaient augmenter les primes. Là, il faut déjà négocier pour entrer. Là, je suis en Éthiopie et chaque athlète qui a vu le Grand Slam Track ou qui a entendu parler et qui ont vu Deribé Velteji ou Ejegayou Taye repartir du week-end jamaïcain avec 100 000 dollars chacune, ils se demandent comment ils doivent faire maintenant pour avoir une place de départ dans cette ligue. Et puis la question, ça passe par les managers, par des négociations, par des jeux d'influence qui ont pas grand-chose à voir avec notre sport. Ouais, et peut-être pas du tout only the fastest, mais only the privileged ones. C'est ça. Ce qui me reste, là on est 3 jours après la première manche, à vrai dire c'est 3 choses. Tu viens de le dire, j'ai vu plus que jamais des athlètes heureux à l'arrivée parce qu'ils ont gagné énormément d'argent. C'est vrai que c'est des sommes tout à fait faramineuses, pas seulement pour le premier, la première ou le premier, mais pour tous les athlètes. J'avais l'impression que c'était un peu comme des enfants qui avaient joué au loto et qui jubilaient à l'arrivée rien qu'à l'idée d'avoir gagné autant d'argent. Est-ce que tu as vu ça aussi? Oui, oui, tout à fait. Et ensuite, sur un plan plus spécifique à notre sport, la discipline ou les disciplines qui m'ont le plus marqué, c'est le demi-fond 800-1005 et le 110-100, avec des spécialistes sur 800-1005, des spécialistes de 800 qui étaient nuls sur 1500 mètres, et réciproquement des spécialistes de 1500 mètres nuls sur 800 mètres. Et puis idem sur les haies, où à vrai dire, celle qui remporte le 100 mètres haies court peut-être 2/10 plus vite sur le 100 mètres, qui va donner du grain à moudre aux entraîneurs quant à la préparation et aux possibilités variées de courir à très très haut niveau. Est-ce que tu as une remarque à ce sujet?
Non, bah, je pense que c'est quelque chose. On a été critique avec maintenant pas mal de points négatifs. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut ranger du côté des belles découvertes et des points positifs de ce nouveau meeting, de ce nouveau format. On a vu certains des tout meilleurs athlètes du monde se confronter à une discipline dans laquelle on ne les avait jamais vus, face aux tout meilleurs dans d'autres disciplines. Et c'est vrai que là où on est à la frontière entre deux types d'entraînement, voire même deux sports différents, bah c'est tout d'un coup devenu très intéressant, comme tu l'as dit. Mm. Et puis, qu'est-ce que tu as pensé de l'horaire avec ce pseudo-storytelling publicitaire de niveau inédit sur à peu près tout et n'importe quoi? Ce qui me reste, c'est Gaby Thomas qui est présenté avant la course et qui vante les mérites de chips, de bonbons, de boîtes de thon à la tomate et je ne sais quoi encore pour, pour mettre l'eau à la bouche du spectateur. Moi, j'ai trouvé ça un peu, je sais pas comment dire, déplacé. Je serais plutôt du genre à défendre un vrai storytelling pour raconter les histoires de ces personnes qui sont toutes uniques, toutes finalement les mêmes, et qui luttent chacune à sa manière pour son excellence et le plus haut niveau, avec et contre les autres. Et je me demandais si ce storytelling ne rendait pas ou présentait pas ces superstars comme des écervelés ou qui ont vendu leur âme. Bah oui, et qu'est-ce que j'en pense? Je pense que de manière générale, je pense la même chose que toi. En plus, bah finalement, on s'est pas mal ennuyé. Alors, je sais pas volontiers pour des commentaires. Moi, je me suis pas mal ennuyé. En tout cas, il fallait quasi faire autre chose en même temps en attendant les courses qui venaient chaque 15 minutes. Et sur le fond, euh, je serais absolument pour, et on l'a dit plusieurs fois, et on a essayé de le montrer, on est absolument pour le storytelling. À mon avis, toutes les idées qui vont dans le sens de condenser encore plus les meetings, de faire encore tout plus vite, de faire plus que 1h30 de fenêtre télévision pour les Diamond League, etc. C'est des très mauvaises idées parce que c'est pas en accélérant les choses qu'on va réussir à fidéliser les spectateurs. Dans les discussions, j'ai souvent donné l'exemple du Tour de France qui finalement laissait les gens assis pendant des longues heures devant leur télévision et les gens en redemandaient toujours plus. Donc sur le principe, je pense que c'est une très bonne idée de laisser de la place et de laisser de la place au storytelling, mais dans ce cas-là, bah, tu en as donné quelques exemples et quelques esquisses, c'était nul, complètement raté, et en plus avec des placements commerciaux hyper maladroits, voire à la limite du ridicule. Ouais. Et c'est vrai que quand on voit ce qui se fait en télé-réalité, par exemple dans des émissions comme Top Chef pour la cuisine, il y a sûrement y avoir des choses qui se font très bien aux États-Unis aussi. C'est vrai qu'avec le budget qu'ils présentent et l'argent qu'ils distribuent, on se dit que Michael Johnson aurait pu être un peu plus inspiré sur ce coup-là. Ouais, manque de contenu. Par contre, après, la présentation, on se demande encore, parce qu'est-ce qu'on reconnaît l'athlète qui est pas du tout bonne pour présenter ses produits. Donc, durant la présentation, on se pose la question, puis après, coup de feu de départ, enfin, le processus de départ, coup de feu de départ, et ouf, on retrouve notre sport pur et dur. Fini les faux semblants, les athlètes se donnent à fond. Aussi avec effectivement cette idée de pouvoir gagner énormément d'argent. Et ce qui fait donc à l'arrivée tout le monde jubile et ça crée comme un. Enfin moi j'ai bien aimé surtout sur le demi-fond parce que on n'a jamais vu les meilleurs. Il en manquait quelques-uns mais très très peu. Les meilleurs coureurs de 800 mètres et de 1500 mètres courir les uns contre les autres. Ça renforçait les liens aussi entre les deux et ça permettait de se poser plein de questions avec un Harrop qui avait proclamé un jour qu'il était capable de courir en dessous de 3,30 et puis qui a peiné, qui finit peut-être en 3,40, je sais plus, sur 1500 mètres, mais qui a dû laisser partir et puis qui le lendemain prend la course en main sur 800 mètres, et domine son affaire de la tête et des épaules. Qu'il a large d'ailleurs. Donc très, très intéressant.
de ce côté-là. Ouais, je pense que ce Donc, serait, sur le ce potentiel, serait l'occasion d'ouvrir un autre podcast, mais je pense que c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais c'est vrai que je pense que c'est un podcast qui intéresserait peut-être les gens sur l'entraînement en demi-fond et le demi-fond au sens large du 800 même en dessous jusqu'au 5000 et même finalement au-delà. C'est des disciplines qui sont très différentes et puis finalement qui s'entremêlent. Donc je pense on pourrait. Je sais que toi tu aurais des choses à dire. Et donc je pense que ça mériterait peut-être avec d'autres invités aussi une belle discussion. Ouais. Ben ça d'une part, et puis vraiment d'autre part, qu'il y ait ce climat nouveau qui apparaisse, à vrai dire, dans la grande famille de l'athlétisme, parce que c'est une grande famille, non seulement au sein d'un club ou d'une région ou d'un pays, mais aussi au niveau des meilleurs athlètes, de travailler, à vrai dire, de faire du storytelling au sein de cette famille pour présenter ces liens extraordinaires quand les meilleurs côtoient les meilleurs et qu'on leur donne la parole, pas pour leur faire dire n'importe quoi, mais ça peut à mon avis être extrêmement intéressant. Ouais. Qu'est-ce que ça va changer? Donc, moi j'ai trouvé ça intéressant aussi, il y a des athlètes qu'on n'avait pas du tout vus encore cette année, alors qu'on a eu une saison en salle relativement intense, avec des championnats d'Europe. Bon, des Européens, on n'en a pas vu beaucoup de toute façon, mais avec des championnats du monde en salle. Et où tout à coup, à vrai dire, est-ce que ça veut dire qu'on aura une saison indoor Grand Slam track et ensuite pause avant les championnats du monde en fin d'année? Comment tu vois la chose? Bah, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est aussi, quelque part, c'est problématique pour pas mal de monde. Donc, je parle pas des athlètes. Les athlètes, on a dit qu'il y avait ceux qui étaient privilégiés et qui avaient l'embarras du choix, et ceux qui rêvaient d'avoir une des opportunités. Mais je pense que même World Athletics se pose des questions. À Nanjing, il y avait beaucoup d'athlètes qui avaient décidé de ne pas faire le déplacement. Alors, il y a toutes sortes de raisons. La Chine, c'est loin, etc., etc. Et certains ne font pas de saison d'hiver. Mais c'est vrai que probablement que le premier Grand Slam Track prévu début avril a eu un impact là-dessus. Et donc ça, c'est très problématique pour World Athletics, parce que si les athlètes commencent à devoir choisir entre aller au championnat du monde et la fierté de gagner une médaille et la possibilité de gagner 100 000 $, ben, tout d'un coup, la fédération internationale va avoir de la peine à organiser des tout grands events et à tenir son sport si ça va dans cette direction. Ouais, et encore plus pour la Diamond League, évidemment. Mais c'est le propre d'une ligue professionnelle qui s'auto-proclame ligue professionnelle, alors qu'on sait bien que la Diamond League, c'est un conglomérat de meetings qui travaillent d'abord de manière individuelle et qui sont rassemblés pour pas perdre leur leadership. Mais c'est vrai que les sports où le système du grand chelem est un succès, ça veut dire, on a parlé du tennis et du golf, mais c'est aussi le cas par exemple de la Formule 1. On n'a pas une fédération internationale qui fait un championnat du monde de tennis ou un championnat du monde de Formule 1 avec le prestige qu'on connaît en athlétisme. Ouais, il n'y a que les Jeux Olympiques qui arrivent à les rassembler, pour la plupart en tout cas. Pour éclairer ma lanterne, à vrai dire, je ne sais même pas, les autres meetings, ils auront lieu quand? Est-ce que c'est possible que certains des athlètes comme McLaughlin, elle va booter la Diamond League? Oui, c'est possible, mais elle l'a booté déjà avant, donc ce sera pas lié à ça. Mais ils ont tous, je connais pas les dates exactes, je les ai pas sous les yeux, mais ils ont tous lieu assez tôt dans la saison. Le prochain est déjà début mai à Miami, et je crois que ça va se terminer vers la mi-juin. Donc c'est possible de faire les deux. Mais oui, bien sûr, ça va prendre des athlètes sur certains meetings de Diamond League. Ouais. Très bien. Est-ce que tu as encore d'autres choses à dire? Non, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Tu parlais des prochaines étapes. Les prochaines étapes, là on était en Jamaïque, donc c'était le seul écart qu'on a fait à quelques kilomètres du territoire des États-Unis d'Amérique. Les 3 prochaines étapes seront à Miami, Philadelphie et Los Angeles, donc toutes sur le continent américain, et donc probablement toutes aux mêmes heures de diffusion, et donc probablement toutes avec beaucoup d'Américains au départ.
Ouais, on était en Jamaïque, mais d'ailleurs, on n'a pas vu les grandes stars de l'athlétisme, du sprint jamaïcain. C'est vrai. Alors, j'ai aucune idée ce qui s'est passé, où elles étaient. Très clairement, il y a des problèmes de planification, mais il y a aussi des problèmes de négociation. Quand il y a autant d'argent, bah, tout le monde veut sa part du gâteau. Donc j'imagine que quand on a une Shelly-Ann Fraser-Price ou Ellen Thompson ou Shericka Jackson, ben, peut-être que leurs managers ont été gourmands en voulant savoir combien avait reçu McLaughlin ou encore Josh Kerr. Hmm. Ou Jacob Ingebrigtsen qui n'était pas là non plus. Quel a été le bilan? Peut-être la dernière chose, tu as sûrement regardé sur les réseaux. Quel a été le bilan de la part de Michael Johnson et ensuite de la part des différents directeurs de meeting ou autres? Ou même de la fédération. Est-ce que tout à coup Sébastien Coe s'est prononcé? Est-ce que les gens se prononcent ou est-ce qu'on préfère ignorer? J'ai rien vu de la part des fédérations. Le bilan sur place, donc les journalistes qui étaient sur place, comme j'ai dit, étaient à 100% américains. Donc à vrai dire, le seul média qui a semblé couvrir de manière indépendante les championnats, c'est le site de référence Let's Run. Ouais, le Et à vrai dire, championnat. le bilan, ils ont aussi... Ouais, le week-end de compétition. Et ils ont aussi fait une interview de Michael Johnson. Et puis, au final, c'était un peu le même bilan si on tire les gros traits. C'est que ça s'est assez bien passé dans pas mal de courses. Et que c'était un peu plus compliqué pour le fond long. Où, à vrai dire, bah, très clairement, ils n'ont pas voulu remplir les courses d'Africains parce qu'ils voulaient pas avoir que des Africains. Et d'ailleurs, ils n'ont pas non plus fait les interviews d'arrivée avec les coureurs africains. Et donc, ils ont mis des Américains qui n'avaient pas le niveau chez les femmes, des Américaines qui n'avaient pas le niveau, et chez les hommes, ça donnait des courses tactiques. Et Grant Fisher, qui a été plus malin que tout le monde en n'allant pas avec la tête de course sur la deuxième course pour défendre sa troisième place. Et donc, ça a mis un peu à l'épreuve les limites de ce système, et ça a laissé des questions ouvertes sportivement en tout cas sur les courses plus longues. Et puis sur le reste, bah aussi le fait que le meeting il n'avait pas été vendu en Jamaïque. Et puis ça c'est clairement le problème de cet événement, c'est qu'il est ancré nulle part. Il se veut il vient vraiment du haut et il a pas de racines. Et puis ça s'est tout de suite vu où on a partagé un post aussi où à vrai dire le stade de Kingston qui est présenté comme une des capitales mondiales de l'athlétisme, ça lui arrive d'être plein pour des championnats scolaires. Et là, il était vide jusqu'à ce que les organisateurs se mettent à distribuer des billets. Ouais. Très intéressant quand même. Donc tout part du dieu dollar et de la légende Michael Johnson. Mais peut-être quand même une idée, si la fédération pouvait se mettre derrière, ou la Diamond League, va savoir, mais qui est trop nombreuse. Et s'il y avait un grand slam, non pas track, mais track and field, avec vraiment les meilleurs, donc indépendamment des nationalités, tous les meilleurs mondiaux, non seulement les Américains, ça pourrait être extrêmement intéressant. Je me rappelle à l'époque, c'était le grand but aussi autoproclamé de la Diamond League, qu'on verra toujours les mêmes, les meilleurs, etc. Et ils n'ont pas réussi à le faire, mais c'est vrai que peut-être dans un monde idéal, on aurait, comme en tennis, on aurait quatre immenses meetings pour lesquels on se qualifierait. Et il faudrait faire partie du top 8 pour être qualifié, et on verrait avant les championnats du monde les 4 sur 4 répétitions générales avec beaucoup d'argent, etc. Puis la grande revanche après au championnat du monde. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bah, bien sûr, j'adorerais ça. Je vois pas qui peut l'organiser. Et là, vu comment ça s'est présenté, je vois mal une quelconque collaboration ni entre la Diamond League et le Grand Slam Track, ni entre World Athletics et le Grand Slam Track. La seule chose qu'ils peuvent faire avec les moyens financiers qu'ils ont, c'est eux comprendre qu'il y a d'autres parties du monde que l'Amérique dans le monde et s'ouvrir à ça
Et bah, par exemple, avoir une étape ou deux, enfin avoir une seule étape aux États-Unis, ça me semble indispensable si on a un vrai meeting international. Et donc après avoir au moins une étape ou deux en Europe, une en Afrique. L'année passée, je me rappelle, on était présent à la finale Diamond League à Bruxelles et tout d'un coup, il y avait Michael Johnson dans le stade et il y avait Sydney McLaughlin qui avait été annoncé comme la star du Grand Slam Track à l'avance. Donc on avait pressenti que Bruxelles risquait ou pourrait être une étape, mais ça s'est visiblement pas fait. Ouais. Ben, nous, on a bien discuté. La critique du Grand Slam Track, au sens propre du mot critique, donc distinguer, délimiter ce qui vaut, ce qui vaut pas, en faisant le mieux possible pour donner des ouvertures et des pistes ici et là. Ben, merci beaucoup, Guillaume. Ce week-end en lieu. Ben, merci beaucoup, Michel. Ce week-end en lieu le premier Euro de course sur route, encore une nouveauté. Donc les 10 km entre deviennent championnats d'Europe. Le semi-marathon et le marathon n'auront plus lieu dans le cadre des championnats d'Europe. Ben, c'est ce week-end à Bruxelles. Là, c'est la fédération européenne qui est derrière. On aura 2 équipes suisses sur 10 km. Une très forte équipe masculine avec notre champion d'Europe de Rome, Dominique Le Balou, et le deuxième meilleur performeur de tous les temps sur 10 000 mètres, Jonas Ress. Et Athlé.ch sera de la partie avec Clément qui fera des photos. Comme toujours, vive l'athlétisme. Toute critique bienvenue de votre part comme de notre part. Ouvrons les écoutilles et on se voit tout bientôt ici et là. Merci à Kevin pour l'enregistrement. Ciao, ciao. Ciao.